Bruno Retailleau, l'actualité immédiate, c'est que donc les représentants des Gilets jaunes ne se rendront pas à l'hôtel Matignon pour voir le Premier ministre. C'est une annulation unilatérale de leur part. Est-ce que vous regrettez qu'ils n'aillent pas revoir le Premier ministre ce matin, vous qui l'avez vu hier d'ailleurs? On peut le regretter. Maintenant, c'est, comment dirais-je, dans l'ordre de ce mouvement, de ne pas connaître de représentants, puisque c'est un mouvement 2.0, 3.0, totalement désintermédié, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et c'est d'ailleurs le risque, c'est le risque qu'a enclenché peut-être aussi Emmanuel Macron à vouloir faire en sorte qu'en politique, mais aussi en démocratie sociale, il n'y ait plus d'intermédiaires, il n'y ait plus ces corps constitués qui sont autant de relais. Je pense aux élus, je pense aux partenaires sociaux. Et là, on voit bien que c'est dangereux parce que lorsqu'éclate ce type de colère, ce type de protestation et même d'exaspération, alors le dialogue est difficile à nouer. Et moi, je pense de tous mes voeux qu'il y ait un dialogue, mais ce dialogue ne pourra pas avoir lieu tant que le gouvernement n'aura pas mis sur la table des propositions fortes. Et comment on sort de la crise si Gilets jaunes et exécutifs ne se retrouvent pas autour d'une même table? Mais je ne dis pas que c'est simple. Simplement, je constate, comme beaucoup d'autres, qu'à l'origine de cette crise, c'est un ras-le-bol fiscal. On répond à un ras-le-bol fiscal par une baisse de taxes. Le Sénat l'a anticipé puisque nous avons annulé la hausse de taxes pour 2019. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle forme d'expression démocratique, au fond, qui est liée aux réseaux sociaux, enfin à cette société 2 ou 3.0, comme vous l'appelez, eh bien, on peut la maîtriser désormais? Quelles sont les réponses? Comment on gère? Moi, je pense qu'il y a une chose à faire. Je crois que notre démocratie représentative ne peut pas se contenter tous les 5 ans, parce que la grande élection qui compte, c'est même plus l'élection législative, puisque l'élection législative est une réplique des présidentielles. C'est l'élection présidentielle. Les gens veulent pouvoir s'exprimer plus souvent. Je pense qu'on a un outil qui est un outil dans la Constitution qui est assez robuste, c'est le référendum. Et je pense que demain, il faudra dans un quinquennat 2 ou 3 référendums pour que la démocratie représentative s'articule mieux avec une démocratie de type direct. Et moi, je pense que toutes les insurrections électorales, on l'a vu pour le Brexit, on l'a vu avec M. Trump, on l'a vu au Brésil, on l'a vu dans d'autres pays européens, viennent du fait que désormais, les classes moyennes, les classes intermédiaires, celles qui constituent la charpente, la colonne vertébrale de nos sociétés, elles ont le sentiment que ceux qui les représentent, qui gouvernent, sont insensibles à leur choix et en clair que la majorité ne gouverne plus. On apprend à l'instant via l'AFP qu'Édouard Philippe va annoncer un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Est-ce que ce moratoire, vous dites quand même, c'est un premier pas? Ça peut calmer les choses. C'est insuffisant. C'est absolument insuffisant. J'espère que ce moratoire, en réalité, est une annulation qui ne veut pas dire son nom. Si c'est une question de sémantique, si c'est une question de vocabulaire, je veux bien l'entendre. Mais si c'est au vrai sens du mot, c'est-à-dire simplement des délais avant que la hausse de taxes ne s'applique, ça n'est pas à la hauteur. Ça ne calmera rien. Vous savez que les Français ne savent pas. Là aussi, c'est un problème de démocratie, cette trajectoire de la fiscalité verte. Mais ce qui est prévu pour le moment, c'est un triplement par rapport à la hausse de 2018. C'est un triplement pour les carburants d'ici 2022. Vous imaginez ça? Quand les Français l'apprendront, concrètement, verront les applications avec une cuve de fioul de capacité moyenne qui, en 2022, coûtera 530 € de plus, avec le diesel, l'essence, etc., avec le gaz. On ne parle pas du gaz. C'est 172% d'augmentation qui sont prévus. Est-ce que les Français pourront l'entendre? Non, j'espère que le Premier ministre, dans sa bouche, moratoire veut dire annulation de la hausse prévue en 2019. Alors, vous dites que ce n'est pas suffisant, ça ne répond pas à la colère. Qu'est-ce que vous attendez de plus comme geste de la part d'Édouard Philippe aujourd'hui? Les choses sont simples. J'attends que Édouard Philippe écoute ce que le Sénat a fait dans sa sagesse, puisqu'il y a déjà 1 an, nous avons dénoncé. Donc, on annule. Uniquement l'annulation, ou est-ce qu'il faut aussi une réforme fiscale, un Big Bang fiscal, comme disent certains? Moi, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas un Big Bang fiscal. Il y a une injustice fiscale de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que moins de 2%, c'est notre commission des finances qui l'a calculé, moins de 2% des Français ont massivement profité des réformes fiscales d'Emmanuel Macron. Donc les Français sentent qu'en fait, il y a une injustice. Les retraités, les familles, les ruraux. Vous êtes pour le rétablissement de l'ISF? Non. Alors comment on fait? Parce que l'opposition s'oppose, c'est bien normal, mais l'opposition ne propose pas. Si je propose, nous proposons, mais on ne peut pas proposer d'idées démagogiques, parce que l'ISF, en réalité, c'est ce qui a tué aussi
aussi l'emploi en France. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec un chômage de masse, on a pratiquement 6 millions de Français, catégorie A, B et C, qui sont au chômage ou sous-employés. Mais sa suppression n'a eu aucun effet sur le chômage là, depuis 18 mois. Écoutez, en tout cas, regardez, la France par rapport au niveau européen, nous sommes passés du 22e rang au 24e rang sur le chômage. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Quand on veut baisser des impôts, quand on a voulu, Emmanuel Macron a proposé la suppression de l'ISF. Il aurait fallu qu'on baisse les impôts pour tout le monde. C'est là le vice de départ, c'est qu'on a fait une réforme fiscale injuste. Et croyez-moi, si quelqu'un pense en France que c'est en ajoutant des impôts, en remettant des impôts et des nouvelles taxes qu'on retrouvera la prospérité, c'est faux. Je me refuse, vous m'entendez, je me refuse à toutes les solutions démagogiques. Je me refuse à dire aux Français que c'est en travaillant moins, que c'est en taxant plus, qu'on aura demain plus d'emplois et plus de prospérité. Parce que ceux qui veulent du niveau de vie, ceux qui veulent du pouvoir d'achat, il faut leur dire qu'il va falloir mettre une quantité de travail sur la table. Par exemple, en matière 35 heures, il faudra en sortir pour que les gens puissent être mieux rémunérés, mieux payés. Et il faut aussi baisser la dépense publique, alors. Absolument. Vous avez totalement raison. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Il faut, comme une incantation, baisser la dépense publique, bien sûr. Mais on ne voit jamais comment il faut le faire. Eh bien, je vous donne quelques exemples. On a fait des propositions pour une baisse de la dépense publique de 20 milliards. Mais si on rehausse le montant de travail, par exemple hebdomadaire, si on fait sauter les 35 heures, en considérant correctement les gens pour mieux les payer, etc., eh bien, on gagnera justement de la dépense publique. Si demain, là, on tient compte de l'espérance vie pour l'âge légal de départ à la retraite et qu'on passe progressivement à 63 ans, etc., on gagnera en 2025 19 milliards. Donc ce sont des choses concrètes. Les doublons, j'étais président de département, président de région, mais ce sont des centaines, des milliers de doublons entre ce que font les collectivités et ce que continue à faire l'État. Ça c'est concret, mais on n'a pas eu le courage et Emmanuel Macron, c'est 51 milliards de dépenses de plus. Vous avez l'air de gommer le rôle du Premier ministre. Non, mais moi, je pense que le Premier ministre a son utilité sous la Ve République. Et on va peut-être le voir, là, d'ailleurs. Bon, c'est quelque part une sorte de protection. Alors, parfois, il la joue plus ou moins bien. Bon, et là, il protège mal le président ? Bah écoutez, je ne veux pas faire porter sur les épaules d'Édouard Philippe plus qu'il faut lui en faire porter. Mais bon, il a cette raideur un peu jupéiste, évidemment, qui ne facilite pas le dialogue. Trop. Il a été trop droit dans ses bottes pendant cette crise. Jupéiste. Je trouve que le président de la République, qui a tendance à être un petit peu raide, devrait s'accommoder d'un Premier ministre à l'échine un peu plus souple, vous voyez. Audition de Christophe Castaner au Sénat cet après-midi. Est-ce que le Sénat sera plus offensif que ne l'a été l'Assemblée nationale ? Le ministre de l'Intérieur était hier à l'Assemblée nationale. Vous attendez quoi de cette audition ? Ce que je crois, c'est que le Sénat travaille sérieusement. Et on s'attachera à regarder ce qui n'a pas fonctionné. Parce que, franchement, il y a eu un énorme problème. On ne peut pas... Et moi, je l'ai vu naître à Nantes. Il y a 3 ans, avec les zadistes. À 3 reprises, Nantes, puis Rennes, les centres-villes, ont été saccagés. Les mêmes modes opératoires. C'est pour ça que j'avais proposé au Sénat, on l'a adopté, une proposition de loi anti-Black Blocs. Moi, je pense qu'il faut casser les casseurs. Elle a été rejetée par le gouvernement. Alors, vous avez raison, le gouvernement m'a répondu pour l'instant en disant mais on va faire un groupe de travail. Les groupes de travail, les groupes de parole. C'est ce qu'a redit Laurent Nunez hier à l'Assemblée nationale. Pas beaucoup. Alors, justement, il a dit que certaines de vos propositions étaient quand même intéressantes et qu'il allait travailler dessus. Je voudrais expliquer les choses. C'est qu'on a des interpellations par centaines et on a des suites judiciaires très décevantes. Pourquoi ? Sauf pour les pauvres gilets jaunes qui se sont fait prendre et qui ne sont pas les vrais casseurs. Eh bien, parce que ces gens-là maintenant se masquent, se cagoulent, et on ne parvient pas à relier l'identité à la commission de l'infraction du délit. Eh bien, nous avons fait, dans ce texte de loi, le fait de venir dans un groupe qui commet des violences et d'être masqué, eh bien, nous en faisant non plus une infraction, mais un délit puni d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Dans vos propositions, il y a aussi périmètre autour des manifestations avec des fouilles. C'est bien ce qui a été fait samedi. Non, mais on a un volet préventif et un volet répressif. Le volet préventif, il y a cette possibilité-là. Voilà. Seulement, il ne faut pas bloquer tout le monde. Et on aurait pu élargir les fouilles. C'est pas ça qui a posé problème. Les gens ne voulaient pas montrer leur carte d'identité. Et on crée, comme les hooligans, un fichier où on peut interdire des hooligans violents de stade. Eh bien, nous, on propose que une fois quelqu'un s'est fait prendre, eh bien, il puisse y avoir une interdiction à ce qu'il manifeste, sinon il sera sanctionné sévèrement.